Ici, Monsieur Calvino, vous pouvez nous rejoindre. J'aurais déjà une première question avant de laisser la parole à la salle. Vous disiez que finalement, Henri Laborie a eu deux vies. Donc la vie scientifique, si on peut dire, ou avec la découverte de la chlorpromazine, la vie un peu bio-socio-culturelle là, mais finalement, il a une troisième vie aussi, qui c'est qu'il a été chirurgien au départ. Ça vous en avez pas parlé, mais nous, ça nous intéresse aussi. Est-ce que finalement, il y a un lien, mis à part théorique, entre ces deux aspects? Oui, mais enfin, je pense que c'est un épiphénomène dans la vie de Laborie. C'est vrai que il était fondamentalement chirurgien dans sa formation, mais avec l'extraordinaire feu d'artifice qui s'est développé avec la chlorpromazine, à partir des années 60, il n'a pratiquement plus opéré, puisque après Sidi Abdallah, il est rentré en France, il a été nommé au service de recherche de santé des armées au Val-de-Grâce, et à partir de ce moment-là, pratiquement, il n'a plus jamais opéré. Donc vous voyez que sa carrière de chirurgien, elle s'est arrêtée pratiquement à la fin des années 60. Très bien. Alors, j'ajouterais juste un élément qui est aussi que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait énormément de problèmes avec l'autorité. Voilà. Et donc, résultat, dans les structures hospitalières, il avait aussi du mal à faire respecter l'ordre. Donc, à partir de là, j'ai l'impression que surtout, ce qui l'intéressait, c'était face à un problème, notamment donc, dans la salle opératoire, il fallait trouver une solution. Et comme la structure ne trouvait pas la solution, il s'agissait de la trouver dans la recherche. Et donc, c'est à partir de là, je pense, où aussi tous ces travaux expérimentaux ont vraiment pris du sens. Enfin, dans un sens, si sa première vie de recherche a eu lieu, c'est parce qu'il y avait des problèmes concrets qui lui arrivaient de sa vie antérieure. Très bien. Alors, une question de Jean-François Hutin. Et ensuite, je voulais savoir, est-ce que les travaux actuels en IRM fonctionnel, la tractographie et tout ça, ont démontré ou la véracité ou la fausseté des recherches de Laborie? De mon point de vue, on est dans deux mondes différents et qui ne communiquent pas. C'est ce que j'ai essayé de montrer au travers de ce qu'était l'esprit de Laborie et sa démarche qui reposait sur un mode de pensée qui lui était spécifique. Alors bien sûr qu'il était d'une ouverture d'esprit extraordinaire et d'une curiosité extraordinaire et il s'intéressait à tous les développements de la technologie. Mais d'un point de vue technique, les grands progrès de la technologie dans le domaine des neurosciences, ils sont arrivés bien après que Laborie ait arrêté de travailler. Ah, mais justement, est-ce que les travaux actuels ont montré tous les schémas que vous nous avez montrés? Est-ce que ça repose sur quelque chose ou c'est à oublier? Alors, on ne peut pas dire que ça ne repose pas sur quelque chose. Ça repose sur quelque chose qui est la pensée de Laborie. Est-ce que cette pensée de Laborie est cohérente avec la neurobiologie? Oui. Mais c'est une interprétation, mais c'est le but même de la recherche, c'est d'interpréter. Et donc, l'interprétation laboricienne du comportement humain, telle que l'a très bien exposé Caroline, c'est une interprétation qui n'est pas conforme, entre guillemets, aux concepts qui sont ceux de la clinique et de la science officielle. Je défie quiconque de trouver dans le DSM-5 une quelconque relation avec l'inhibition de l'action laboricienne. À côté de ça, quand j'ai présenté déjà cet exposé dans d'autres contextes, certaines personnes qui ont une connaissance beaucoup plus fine que moi, notamment des psychédéliques et de l'histoire des psychédéliques, etc., m'a dit, on y retrouve un peu quelque chose, mais c'est toujours que partiel. Et je pense que c'est vraiment la difficulté aussi, c'est que du fait que Laborie est quand même resté en marge de tout ça, résultat, et puis aussi en marge... En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'à la fois, les institutions l'avaient rejeté, mais lui-même se faisait une fierté d'être rejeté des institutions. Donc finalement, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et donc, à partir de là, le dialogue n'a pas vraiment eu lieu. Donc, si on pense au mythe du précurseur, on pourrait déjà trouver des choses chez Laborie. Est-ce qu'il s'agit de les trouver? Je pense pas. Je pense que c'est surtout finalement un libre penseur qui, au sein de son laboratoire, a fait un travail original, mais quand même sérieux, mais qui était complètement déconnecté du reste, quoi. Donc la question est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on y trouve quelque chose. Je pense que historiquement parlant, il n'y a pas vraiment de lien avéré. Enfin, c'est une hypothèse, voilà. Mais voilà, en fait, je pense que c'est un peu cette idée de sentiment familier. On y retrouve quelque chose, mais c'est pas vraiment ça. Voilà. Alors, une question de Loïc Capron.
Oui, une remarque deux remarques et une question. La première remarque, c'est que quand on regarde l'histoire de la médecine, s'il y a un personnage à qui Laborit fait penser, c'est Paracels. Hein, il s'est mis complètement à côté du système et avec la prétention de tout renverser et de tout réformer. Ce qui incite à une certaine méfiance. Parce que reste-t-il de Paracels? Pas grand-chose. Donc ma question est double. Premièrement, quelle a été la reconnaissance internationale de Laborit en dehors de la découverte tout à fait embryonnaire, c'est pas lui qui l'a développé, de la chlorpromazine. Et la deuxième, pourquoi, en dehors de problèmes mentaux, s'est-il mis complètement en dehors du système? Les gens qui se mettent en dehors du système sont a priori suspects de pas être très sérieux, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Alors déjà, je pense que la reconnaissance internationale est beaucoup plus importante. On sait qu'il a été invité aux États-Unis, au Canada. Il y a beaucoup de ses livres qui ont été traduits en japonais. Enfin, donc, là, en l'occurrence, l'auditoire était beaucoup plus prêt à dialoguer avec lui. Et même d'ailleurs, je veux dire, comme c'était quelqu'un quand même qui jouait de sa propre narration, il disait, bah voilà, en France, j'ai pas été reconnu à ma juste valeur, mais par contre, à l'international, ça a été le cas. Oui, non, mais je vous rejoins tout à fait. C'est pas très sérieux. C'est pas Non, sérieux. mais je vous rejoins tout à fait sur l'idée que, en effet, les gens qui ne veulent pas contribuer à notamment une démarche scientifique de collaboration, parce que bon, c'est quand même comme ça que fonctionne la science, ça peut paraître suspect. Et en effet, comme Bernard l'expliquait, la manière dont fonctionnait le laboratoire était quand même assez innovante. Alors, moi, je pense que vraiment, en effet, dire que c'est quelqu'un d'original, ça me permet de maintenir cette ambiguïté parce que il s'agit pas de tout mettre à la poubelle et dire que des choses n'étaient pas sérieuses. Notamment les différents appareils que Bernard a présentés, ça permet quand même une appréhension des phénomènes qui était assez unique pour l'époque et qui, je pense, aujourd'hui aurait quand même encore belle vue. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il faut quand même laisser cette personne à la marge. Est-ce que Bernard... Un héritage philosophique, puisque vous êtes philosophe. Alors, moi, ce qui m'intéressait notamment, c'est que le fait de se dire que là, on est face à quelqu'un, et là, je trouve que c'est assez original, on est face à, mais au bon sens du terme, on est face à quelqu'un qui était vraiment persuadé qu'une explication cybernétique des choses fonctionnait, et à partir de là, a structuré son laboratoire selon cette idée. Et là, je veux dire, c'est quand même assez fort de se dire que le principe théorique va guider la construction méthodologique. Et donc ça, là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Alors. Je voudrais reprendre ce que M. Capon a dit. D'abord, le Laborit a été marginalisé et ne s'est pas marginalisé. Il a été marginalisé, pourquoi? Parce qu'il était médecin de la marine, qu'il œuvrait donc dans un milieu qui est quand même très spécifique, et qu'au sein même de cette hiérarchie militaire, bon, d'accord, Laborit était, je crois l'avoir un petit peu esquissé, quelqu'un qui avait un caractère un peu particulier et qui refusait toute autorité. Donc il s'est un peu opposé à la hiérarchie militaire. Mais quand il s'est trouvé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en tant que chirurgien, en opposition avec les chirurgiens de l'époque qui utilisaient les pratiques de l'époque, en particulier dans le cadre de ce que Laborit faisait en termes d'inhibition de l'action, eh bien, appelons ça l'inhibition de l'action, de la réaction au choc, eh bien, il s'est opposé à ses supérieurs N+1 par rapport au fait qu'il refusait que, quand il opérait dans la salle d'op, eh bien, on ne pratique pas les techniques de cocktail lithique et autres que d'autres critiquaient. Et donc, il s'est trouvé en opposition avec sa hiérarchie militaire, qui l'a marginalisé. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé, comme je l'ai dit, après Sidi Abdallah, au centre de recherche des armées au Val-de-Grâce, qui était, pour la hiérarchie militaire, une voie de garage. Bon. Et qu'est-ce qui a fait exploser, si je puis dire, dans le bon sens, les théories laboriciennes? C'est pas que la chlorpromazine. Ça a été effectivement
comme je l'ai dit, un feu d'artifice. Mais Laborie, il n'a pas fait que la chlorpromazine. Il y a une bonne dizaine de molécules de Laborie dans tous les domaines. On parlait de l'international. Eh bien, quand j'étais au laboratoire, il recevait beaucoup à l'époque de cardiologues mexicains. Pourquoi ? Eh bien, parce que Laborie avait eu cette idée géniale à partir de ses propres raisonnements, la mise en place d'une préparation qui est le glucose hypertonique insuline-potassium pour le traitement des souffrances cardiaques. Tout ça à partir de sa réflexion sur les régulations métaboliques. Et cette technique, elle a été expérimentée, pas en France, bien évidemment, pour les raisons qu'on imagine, mais elle a été expérimentée au départ par des cardiologues mexicains et qui ont trouvé ça absolument génial et qui ont divulgué cette pensée glucose hypertonique, insuline, potassium. Cardiologie, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur Laborie. Ah, je ne suis pas cardiologue, donc je ne suis pas... Non, mais attendez, oui, je ne suis pas cardiologue, je ne peux pas répondre à votre question, je vous dis ce que j'ai connu et rien d'autre. Le glucose hypertonique insuline potassium est quelque chose dont j'ai entendu parler par ailleurs et qui, s'il y a des cardiologues dans la salle, pourront dire si je dis des conneries ou pas. Bon. Mais il n'y a pas eu que ça. Il a fait le gamma-OH, il a fait l'aspartate de potassium. Comment vous croyez qu'il vivait son laboratoire? Il n'avait aucune subside de l'État, ni de l'armée, ni de... Alors l'armée l'a beaucoup aidé parce que pendant un temps, ils ont associé son petit laboratoire de Boucicaut avec le centre de recherche de la marine à Toulon. Et que par ce biais, il y a eu un certain nombre de militaires qui ont travaillé pour Laborie à Toulon. Bien. Mais ceci étant, à part cette aide-là de l'armée, il n'avait aucune subside. Non mais je l'ai dit. Jusqu'à la fin de sa carrière, Laborie a eu la chance d'avoir l'armée qui l'a soutenu. Et il a eu aussi des amiraux, de la marine qui ont soutenu Laborie, qui lui ont permis de continuer de survivre. Mais l'essentiel du fonctionnement du labo, c'était les royalties de ces molécules. Donc il fallait bien que ces molécules, elles aient été trouvées dans un premier temps, puis vendues dans un deuxième temps pour faire des royalties. Bon. Laborie a eu une reconnaissance internationale aussi, en particulier par le lien qu'il a créé avec les psychophysiologistes de l'école russe. Dans la trajectoire de l'école pavlovienne. Et il a été très accueillant pour un bon nombre de psychophysiologistes russes qui sont venus travailler, en particulier d'Anokhine, pour ceux qui connaissent un peu cette école. Bon, Anokhine qui a été un des grands pontes de cette psychophysiologie russe. Bon, alors je cite le Brésil, je cite la Russie, mais je pourrais citer d'autres exemples. Et cette reconnaissance internationale de Laborie, comme l'a dit Caroline, lui permettait de se justifier. Oui, mais moi je ne suis pas connu en France, mais je m'en fiche. Moi au moins à l'international, je suis reconnu. Et c'est vrai, il était invité partout. Alors, moi je veux bien croire qu'il y a des imbéciles partout et que ce sont ces imbéciles-là qui ont invité Laborie dans les différents colloques. Mais il y a des nuances à apporter. C'est pas Mireille Mathieu, je m'excuse. Bon, alors, donc on a bien entendu. Merci, merci aussi Loïc Capron. Alors, il y a une question là. Juste une petite remarque au passage, parce que Loïc, tu as parlé de Paracels. Moi, ça m'a fait penser à Descartes quand même. Je sais pas, parce que le cerveau, qui est une machine à penser plus ou moins, et puis tous ces schémas, ça fait des explications un peu mécaniques des sentiments, des émotions. Ça me fait penser au traité des passions de Descartes. Alors, je sais pas s'il y a un lien direct, s'il a lu Descartes, mais enfin, c'est un peu dans la même thématique, je crois. Oui, peut-être là, peut-être pas. Alors, il y a Jean-Georges, je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, non, je dirais juste un mot en disant que je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire parce que on met souvent dans la démarche cartésienne une démarche extrêmement analytique et réductionniste. Or, ça, Laborie n'aurait pas vraiment été d'accord avec ça. Il aurait plutôt été dans une démarche top-down plutôt que bottom-up. Mais c'est dire que Descartes n'était que dans une démarche analytique et réductionniste, c'est aussi réduire Descartes. Donc il y aurait quelque chose à mener. Alors, dernière question, parce que... Juste pour rajouter, pour insister sur le fait que Laborie avait aussi, en France, des défenseurs. Je citerai un nom, Jacques Glowinski, professeur au Collège de France, administrateur du Collège de France. Glowinski a toujours défendu Laborie et il disait « Vous pouvez dire ce que vous voulez de Laborie, mais contrairement à la plupart des scientifiques français, lui, il découvrait des molécules. » Bon, alors,
Alors le temps tourne, et je crois qu'il faut laisser la place parce qu'on doit libérer la salle à 4h15. Donc on va prendre je suis désolé pour tous les personnes qui ont demandé des questions. Vous pourrez peut-être discuter après. Il y a 3-4 personnes qui ont demandé, mais on va prendre qu'une seule question. Vous avez déjà bien expliqué certains aspects. On va prendre qu'une seule question. Il faut laisser la place après pour Monsieur Vallas, qui va nous faire un très bel exposé aussi. Alors Jean-José Boutaric, tu as le micro, donc tu peux parler. Oui, alors je prends le micro. D'abord, je vous remercie beaucoup de cet excellent exposé. Et je suis content d'avoir un peu la parole parce que je suis un ancien élève de Pierre Huguenard et l'assistante l'adjoint de Pierre Huguenard n'était autre que Madame Laborie. Donc, je peux dire que j'ai travaillé avec elle, j'ai passé mon CES avec, à cette époque, chez Huguenard, à Créteil. Et là, Capron, excusez-moi, mais je peux pas être d'accord avec vous. Parce que vous n'avez pas beaucoup abordé le sujet de l'anesthésie-réanimation, mais c'est une révolution dans l'anesthésie-réanimation. Et c'est malheureux, mais maintenant je fais partie de l'histoire de la médecine, à mon grand âge, mais il n'empêche que j'ai vécu ce tournant, et contre notamment le pain total. Et quand j'étais chez Huguenard, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre à endormir. Bon, mais j'ai entendu les discussions. Et on disait que les critiques formulées contre Laborie étaient organisées par les laboratoires qui fabriquaient le pain total, à savoir Abbott. Bon. Et que, parce que la norleptanalgésie, c'était on dirait maintenant 1 euro, 2 euros. L'ampoule ne coûtait rien. Et le pain total coûtait 10 fois plus cher. C'était donc, on appelait l'école française d'anesthésie, donc qui dépendait de monsieur Laborie, bien sûr, mais prise par Huguenard, et qui continue de nos jours à être utilisée. Donc non seulement pour la chirurgie importante, mais aussi pour les actes moins importants, on fait ce qu'on appelle maintenant une déconnexion. Parce que, évidemment, on a oublié complètement les directives de Laborie. En tout cas, je ne veux pas prendre la parole pour dire que non, dans l'anesthésie-réanimation, c'est le tournant de l'anesthésie-réanimation et que l'on doit à Laborie. Et à ceux, évidemment, Huguenard et les autres. Et évidemment, je voue beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour toute cette équipe. Si vous le désirez, je suis même allé sur la tombe de monsieur Laborie et de madame Laborie, à côté de Digne, et j'ai peut-être, en cherchant les photos, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer par reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait. Non, c'est fondamental et peu connu. C'est ce on oublie que c'est le début où l'anesthésie-réanimation a pris son autonomie et aux grandes dames des chirurgiens, je m'excuse pour les habits chirurgiens que j'ai là, mais j'ai vécu cette période. Ça a été terrible. Et la réanimation maintenant a pris des proportions considérables. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.